accompagner le convoi et venir, il m'a proposé d'intervenir dans le colloque à partir de mon expertise qui est la politique américaine, notamment états-unienne plutôt. Et il se trouve qu'effectivement, depuis quelques mois, le débat autour des réparations est devenu particulièrement important et vif jusqu'à entrer dans la campagne des démocrates aux États-Unis. Et du coup, c'était une manière aussi d'expliquer à un certain nombre de personnes, dont la plupart sont des militants, ce qui se passait dans un pays qui, qu'on le déplore ou pas, a une grande importance sur la politique mondiale, sur le débat d'idées mondial. Et du coup, je voulais expliquer où en était le débat aux États-Unis et quelles étaient les positions des uns et des autres dans l'arène politique états-unienne. Quel est votre sentiment par rapport à votre contribution sur, en tout cas, l'amélioration du débat concernant les réparations, surtout ici au niveau du Bénin? Alors, j'étais face à un public très informé, puisque ce sont des gens qui suivent l'actualité des réparations, mais qui étaient effectivement intéressés de voir qu'on replaçait ces débats très très actuels dans une histoire plus longue, qui est celle des demandes pour des réparations. Il y a un certain nombre d'historiens, je parlais d'historiennes, je parlais notamment de Ana Lucia Araújo, qui est une historienne brésilienne en poste aux États-Unis, qui montre avec d'autres comme les réparations sont des demandes qui arrivent très tôt, juste après l'abolition de l'esclavage dans les différents territoires, et que très souvent la réponse aux demandes de réparation c'est ah mais les victimes directes ne sont plus là, ou il aurait fallu demander à l'époque. Et justement il y a tout un ensemble de travaux historiques notamment qui montrent que tout cela a existé, mais que les gens n'ont pas eu gain de cause. Ce qui était important aussi pour moi, c'était de montrer, de préciser des choses à propos des conséquences de l'esclavage aux États-Unis, et de montrer comment le débat s'articulait là-bas, et les personnes qui sont le plus avancées sur ces enjeux sont capables de donner des directions sur ça prendrait quoi comme forme les réparations, quel type de politique publique on peut faire pour les réparations, si on fait des réparations financières, comment est-ce qu'elles doivent se dérouler, est-ce que c'est des politiques publiques de logement pour réduire les inégalités de richesse structurelles qui se déroulent aux États-Unis. Et du coup, voilà, c'était pour donner un peu des informations et préciser des choses, tant sur l'histoire de l'esclavage, mais également que sur l'histoire des formes de racisme systémique qui ont lieu aux États-Unis de l'abolition de l'esclavage à nos jours. Donc le président Garcin Massa, le président du mouvement international pour la réparation, donc, il a tantôt évoqué en fait que la réparation devait aussi être financière. Vous, en tant que chercheuse, en fait, quelle est l'approche que vous avez de ces propos du président du MUR? Alors, moi, je suis surtout ce que les groupes qui travaillent sur ces questions-là de manière politique demandent. Je constate, en voyant les types de demandes financières, qu'elles sont toujours au départ considérées comme fantaisistes. Je dis toujours, mais bon, c'est n'importe quoi, les sommes avancées sont énormes, et je me rends compte que les différents acteurs qui commencent à s'intéresser à la question, comme les avocats par exemple, qui au départ sont dans leur fonction, sont plus progressivement très très convaincus par l'enjeu. Et moi je trouve ça important que des gens qui ont une longue carrière politique, c'est le cas de Garcin Massa, c'est le cas d'un certain nombre de militants du collectif, de voir comme c'est des gens qui ont de l'expérience, enfin c'est pas des gens qui sont nés de la dernière pluie, c'est pas des gens qui demandent des choses qui sont inatteignables. Mais c'est des gens qui ont compris qu'il faut établir des formes de rapport de force, qu'il faut faire de la politique en fait. Et du coup, moi je pense que les choses qui sont demandées, l'histoire dont on parle est tellement extraordinaire que je ne pense pas personnellement et d'un point de vue de recherche que les demandes formulées soient impossibles, inatteignables ou folles. Bon, nous avons vu que dans l'histoire, en fait, les chercheurs comme vous ont en tout cas contribué énormément, en tout cas dans le militantisme. Nous avons eu l'exemple de Cheikh Anta Diop au Sénégal, qui a écrit Nation nègre et culture, lorsque en tout cas la question de l'origine de l'humanité a été posée. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que tout le monde en tout cas est tombé d'accord que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Maintenant vous, en tant que chercheuse, concrètement, en fait, quelle peut être en tout cas votre contribution
par rapport à toutes les actions qui sont aujourd'hui en fait portées par le milieu international pour demander réparation financière, autoréparation, pour qu'il y ait en tout cas une réconciliation. Et tout à l'heure, Darcel disait qu'en fait, cette réparation et ce combat en fait consistait à défendre tous les peuples du monde parce que c'est un combat en tout cas humaniste. Quelle peut être votre contribution en tant que chercheuse qui évolue dans le milieu universitaire, qui est un milieu en tout cas très fécond en termes d'idées, en termes de propositions, en termes de travail scientifique? Quelle pourrait être votre contribution? Alors moi je pense que la Constitution, enfin je suis pas sûre que ma contribution soit un jour aussi importante que celle de Cheikh Anta Diop, mais ma contribution elle est à plusieurs niveaux. Elle peut être comme au moment du colloque, d'expliquer lorsqu'il y a des demandes pour qu'on cesse d'utiliser le terme esclave et qu'on utilise d'autres termes comme afres, tel que c'est porté par les militants guadeloupéens.